Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, 5e édition de la conférence des gouverneurs de province. Les travaux ont été lancés par le président de transition, président de la République, chef de l'État. Plusieurs communications ont été à cet effet faites par les membres du gouvernement, à l'exemple de celle du ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukan Kloyo Médar, sur le secteur de l'agriculture. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui, vous assistez présentement aux travaux de la conférence des gouverneurs de province. Vous avez eu aussi à faire une communication sur le secteur agricole. Alors, globalement, monsieur le ministre, que peut-on attendre de l'agriculture tchadienne en termes de superficie, des eaux souterraines et celles de surface? Voilà, merci beaucoup. Je crois que notre pays est même envié par nos voisins du fait même de ses potentialités énormes dans le domaine agricole. Le Tchad possède 39 millions d'hectares de terres cultivables, mais que jusque-là, il n'y a que 6% qui ont été exploités. Nous avons des eaux souterraines à profusion, des eaux de surface à profusion. Nous avons entre 264 à 455 milliards de mètres cubes d'eau souterraine et de surface par an, ce qui peut déjà valablement nous permettre d'avoir une agriculture constante, c'est-à-dire en saison de pluie tout comme en saison sèche. Nous avons également parmi ces terres cultivables 5,6 millions d'hectares de terres irrigables qu'on peut utiliser à tout moment, faire des cultures de contre-saison pour ne pas attendre seulement que finisse cette longue période de culture, plutôt de période de saison sèche. Le Tchadien, en ce moment, pense que l'agriculture est l'affaire des autres. Pourtant, 80% de nos populations vivent dans le monde rural. Vous savez, c'est quand même un paradoxe d'avoir de telles potentialités agricoles et importer les vivres d'autres pays. Le riz qu'on envoie ici chez nous, est-ce que ce riz a été testé? Le maïs qu'on nous envoie, est-ce que ce maïs a été testé quelque part? Parce que dans tous les pays du monde, vous savez, ils installent. On installe donc les laboratoires de contrôle. Ces laboratoires de contrôle sont installés dans les frontières. Par exemple, ici, un laboratoire de contrôle à Aouzou, un laboratoire de contrôle à Léré, un laboratoire de contrôle à Adré, à Mbaye-Bokoum, à Gorée, etc. Malheureusement, non. Chaque fois on a le Sekogda qui est là. Ce Sekogda est en plein centre de la ville. Ce Sekogda n'est pas dans les frontières, malheureusement. Et chaque fois qu'on a une importation de denrées alimentaires, ces laboratoires doivent prélever un échantillon qu'ils doivent d'abord analyser pour voir si ces aliments obéissent à ce qu'on appelle le Codex Alimentarius, c'est-à-dire les normes de la FAO sur le plan mondial. C'est quand ça obéit à ces Codex Alimentarius qu'il faut faire entrer. Mais quand on sent que c'est un aliment à risque, soit c'est un retour à l'envoyeur, soit il y a automatiquement incinération. Or, ici chez nous, nous avons tout. Nous parlons de l'autosuffisance alimentaire, mais le tout n'est pas seulement d'avoir une grande quantité d'aliments. Il faut aussi qu'il y ait la qualité. Et c'est pourquoi je vous dis que chaque fois que vous vous promenez le long des rues de N'Djamena, vous voyez des gens vendre le sirop. C'est sirop. Oui, avant d'aller sur le sirop, nous sommes encore dans le secteur agricole en termes d'agriculture de superficie. Oui. Vous dites qu'en ce moment, on ne devait pas crier famine. Oui. Est-ce que... Oui, c'est vrai que nous avons assez de surfaces cultivables, mais en termes des eaux souterraines,
Mais il faut une mécanisation. Les eaux souterraines, il faut des forages. Et qui dit forage dit outils de forage. Il faut, par exemple, au Niger à côté, ils ont tout le matériel pour faire des forages et des cannes de tuyaux pour faire le goutte à goutte, même en saison sèche, ils produisent des céréales. Au Niger à côté, au Burkina, c'est la même chose. Et pourtant, nous sommes plus nantis en terre arable que ces deux pays que je viens de citer. Au Mali, nous les dépassons, mais ils ne crient pas famine comme nous, tout simplement parce qu'il nous manque des moyens de production. Et ces moyens de production, moi je suis obligé de vous le dire, les autorités nationales ont remis 3011 tracteurs aux producteurs. Je dis bien 3011, avec précision, aux producteurs. Mais malheureusement, ces tracteurs se retrouvent aujourd'hui soit au Soudan, soit au Nigeria. Ça veut dire qu'ils ont vendu aux agriculteurs de l'autre côté. Et nous continuons toujours à mener une agriculture archaïque. Et comment voulez-vous qu'on avance? Cette agriculture archaïque ne peut pas nous amener dans cette autosuffisance que nos autorités clament tant. Voilà le problème. C'est surtout la mécanisation qui manque dans ce pays. Oui, la mécanisation qui manque dans ce pays, comme vous le dites, monsieur le ministre d'État. Pendant la saison de pluie, on se rend compte aussi qu'il y a assez des eaux de surface à perte de vue. Est-ce que le gouvernement, votre secteur, ne peut pas chercher à développer moins un mécanisme de maintien de ces eaux, à l'exemple, par exemple, de Burkina Faso, où on maintient les eaux dans des étangs et ces eaux, par ricochet, sont utilisées pour des cultures maraîchères. Est-ce que vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas avoir cette initiative-là pour la gestion des eaux de surface? Non, le Burkina est en train de le faire parce qu'il n'y a aucun cours d'eau au Burkina. Le Burkina, lui, a peut-être des lacs artificiels, mais pas des cours d'eau. Nous avons les plus grands fleuves, par exemple, le Chari, 1200 km, le Logone, 900 km. Nous avons le lac Tchad que Dieu nous a donné. Nous avons des cours d'eau un peu partout. Nous n'avons pas à faire cela. Tout ce qu'il faut pour l'instant, c'est comment mécaniser notre agriculture pour avoir une grande production. C'est tout ce qui... Nous n'avons pas à prendre l'exemple du Burkina. Non, ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Nous, on peut laisser perdre ces eaux, mais nous avons quand même des cours d'eau qui sont là et qui sont des cours d'eau permanents qu'on peut parfois, par exemple, au niveau du Chari, il suffit tout simplement d'une pompe avec crépine pour irriguer peut-être des milliers d'hectares. Dans le Logone, même chose, idem pour le lac Tchad, mais seulement nous n'avons pas ces moyens. C'est surtout les moyens de production qui manquent dans notre pays. Les moyens de production qui manquent dans notre pays. Vous avez dit tout de suite que, monsieur le ministre, le Tchad présente à des potentialités agricoles énormes. Pourquoi à chaque fois, avec toutes ces potentialités, nous sommes toujours en proie à l'insécurité alimentaire? Qu'est-ce qui explique réellement ce problème, monsieur le ministre? Vous, en tant que ministre de l'Agriculture... Je viens de vous le dire, c'est un problème. Il faut mécaniser notre agriculture pour augmenter tout simplement la production. 39 millions d'hectares, ce n'est pas une mince affaire. Et cette année, nous avons eu, malheureusement, nous sommes restés impuissants pour voir 400 000 hectares de culture engloutie dans les eaux suite aux inondations que vous connaissez. Donc, nous, le problème, dans ce pays-là, c'est le problème de mécanisation. Il suffit qu'on essaie d'appuyer le groupement, les associations de producteurs dans les localités où on pratique l'agriculture, telles que dans le lac, telles que dans le sud du pays, dans le Guéra, dans le Darsila, etc., pour qu'on produise suffisamment et pourquoi pas exporter le surplus. C'est surtout le problème de mécanisation.
le problème de mécanisation qui se pose ici. Dans votre communication à l'endroit des gouverneurs de province, vous avez aussi évoqué la question de la gestion des produits vivriers de l'ONASA. Selon vous, comment logiquement ces milles, ces maïs de l'ONASA doivent être gérés par les gouverneurs? Non, les céréales, les gouverneurs pensent peut-être que c'est pour une distribution immédiate et en tout temps. Alors que vous savez que l'ONASA n'est pas venu tout seul. Il y avait d'abord, au temps du premier président, Tombalbaye, le FDAR. Le FDAR a disparu pour faire place à la DLCCN, Direction de lutte contre les calamités naturelles. Après DLCCN, c'est devenu ONC, Office national de céréales, pour aboutir à l'ONASA qui est l'Office national de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONASA fait le stock de céréales, de vivres d'une manière générale. Il fait le stock pour les revendre pendant la période de soudure pour casser le prix sur les marchés. Ce n'est pas pour une distribution directe et une distribution gratuite. Si par exemple au marché, le sac de céréales fait 40 000, alors l'ONASA vend à des prix subventionnés, par exemple à 12 500 ou 15 000 francs pour casser ces prix sur les marchés. Mais certains gouverneurs pensent qu'il faut seulement une simple demande pour avoir tel ou tel nombre de tonnes pour leur population. Et nous recevons chaque jour des demandes dans ce sens, et c'est ce qui m'a amené à leur dire que c'est pas une vente toute l'année. Il faut attendre la période de soudure pour procéder à la vente de ces ventes subventionnées de ces sacs de céréales. C'est pour qu'ils le sachent, parce que tous les jours, ils envoient des demandes pour, pensant peut-être que c'est pour une distribution gratuite, comme c'est un truc de l'État. N'importe quel gouverneur, n'importe quel chef de canton, n'importe quel préfet peut envoyer une simple demande pour en avoir. Non, c'était dans ce sens que j'ai voulu qu'ils le sachent et qu'ils attendent la période de soudure pour essayer de lancer leur commande. Oui, vous êtes déjà sur le plateau ici. L'actualité oblige bien qu'il soit trop tard. Nous avons eu à traverser des moments des inondations. Alors, vous, en tant que ministre de l'Agriculture, concrètement, certaines de nos villes sont en proie à des inondations. Alors, qu'est-ce qui explique réellement ces inondations permanentes dans nos villes? Est-ce que c'est lié à un plan cadastral? Ou bien, dites-nous un peu, expliquez-nous un peu ce phénomène. Je vais vous expliquer très clairement cet éternel problème d'inondation qu'on constate chaque année dans nos villes. En 1900, quand commandant Lamy et ses hommes sont arrivés ici à Djambal-Gato, ils ont donc traversé le Chari pour aller combattre Rabat de l'autre côté de la rivière. Quand Rabat a été vaincu, les mêmes troupes sont revenues vers la rive droite du Chari pour essayer d'observer si les troupes rabistes n'allaient pas se reconstituer pour récidiver. C'est comme ça qu'ils sont restés et un à un, les gens tout autour venaient leur vendre soit du lait, soit du poisson, soit des moutons et la population s'est attroupé autour de ce camp militaire et c'est ce qui a créé le quartier Djambal-Gato, Djambal-Bar pour devenir Fort Lamy par la suite. Mais quand la ville a commencé, le village a commencé à grandir, les colons étaient là. Ils devaient en principe, essayer de faire des levées topographiques. Ça, c'est le cas de N'Djamena. Oui, le cas de N'Djamena. Des levées topographiques pour déterminer la pente naturelle, la vraie pente naturelle, par où on devait orienter les canalisations pour faire écouler les eaux pluviales. Tout bonnement, ne le sachant pas, ils ont orienté les canalisations vers le Chari, pensant que
pensant que la pente naturelle devait se trouver de ce côté-là. Alors qu'en réalité, le niveau du Chari est plus haut que le niveau de là où nous sommes. Et de sorte que chaque fois qu'il y a crue, les eaux reviennent par la même canalisation pour envahir la ville. Et c'est ce qui se passe même jusqu'à présent. En 1904, quand M. Koun est venu avec ses 11 soldats à Bongor, ce n'était pas pour créer une ville, c'était seulement pour observer de l'autre côté du Cameroun s'il n'y avait pas de troupes étrangères. S'il n'y avait pas de troupes étrangères. Or, avec le temps, les populations autochtones venaient rester tout autour, et c'est comme ça que la ville de Bongor est née de suite de l'implantation de M. Koun. Même chose à Moundou, le 8 novembre 1923, avec le sergent Roussel. C'était la même chose. Même chose en octobre 1911 à Moïsala. Même chose avec Émile Gentil en 1890 à Fort-Chambaul. Donc, les gens, certaines de nos villes n'ont jamais été conçues pour être des villes. C'était des créations issues de colonisation. Donc, voilà, c'est ça qui fait que pas de levée topographique. Et vous allez voir, si on ne le fait pas maintenant, avec l'ensablement du lac Tchad, quand les deux cours d'eau vont aller se heurter à cette barrière pour faire marche en arrière, vous risquez de voir cette ville où nous vivons là, engloutie dans les eaux. Et là, peut-être qu'on n'aura même pas le temps de rester là où nous sommes. Ça, je vous le dis franchement, peut-être que nous autres, nous ne serons pas là, mais je suis en train de voir que c'est très dangereux et il faut bien désensabler le passage de ces cours d'eau-là pour que les eaux aillent directement dans le lit du lac Tchad, que de les laisser faire marche en arrière pour provoquer ces inondations très meurtrières. Oui, au-delà de votre communication sur le secteur agricole, peut-être une dernière question. Monsieur le ministre, vous avez aussi parlé du cube magie, les poudres chimiques qui représentent un danger pour nous. Alors, en quoi ces ingrédients qui alimentent dans nos assiettes représentent Voilà. D'abord, s'il faut repartir à l'histoire, le cube magie, c'est un condiment qui a été inventé, je crois, par un Suisse, un certain Julius Maggi. Et Julius Maggi qui avait fait cette combinaison pour donner aux ouvriers qui n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter de bonnes sauces. Et ils mettaient ça dans leur sauce là pour un peu assaisonner la sauce pour avoir un goût en fait. Mais ce que nous utilisons de nos jours, et là je suis obligé de vous dire du fin fond de mon cœur que c'est toxique. C'est toxique, le cube magie, parce que j'ai en effet l'expérience et j'ai fait une formation plusieurs fois à des associations et des initiatives locales de développement là-dessus. Le danger à quel niveau? Le danger, vous savez, prenez seulement un paquet de cube magie, c'est à 750 francs au marché. Vous le transformez en poudre, vous diluez dans l'eau, déposez à votre poule, s'il y a une poule ou bien un canard quelque part, qu'il essaie seulement de mettre le bec là-dedans. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, l'oiseau en question va perdre la vue. Et c'est comme ça que les chasseurs utilisent? Oui, c'est ce que les chasseurs au niveau de la zone sud utilisent maintenant pour les pintades. Ils mettent sur le passage des pintades en brousse, les pintades viennent, ils boivent, une seule gorgée suffit pour que la pintade soit aveugle. Les gazelles, les biches cochons, dès qu'elles viennent boire, alors 1 heure plus tard, elle reste là sur place et on vient la prendre même vivante, mais sans force et sans vue. Donc, c'est comme ça, et c'est comme ça aussi que ça ronge les gens en ce moment. Mais quelquefois, oui, allez-y. Ça ronge
les gens, et vous avez des jeunes que nous avons portés sur nos genoux qui, en ce moment, marchent tout voûtés comme si c'est des vieillards de 60 à 75 ans. Donc, c'est un danger. C'est un danger pour la population et ce n'est pas seulement là le problème. Vous allez continuer à manger avec ces cubes magiques. Arrivé à un certain moment, vous allez perdre votre virilité. Progressivement, votre virilité qui peut même aller jusqu'à l'impuissance incurable. Ça, je vous le préviens parce que j'en ai fait l'expérience. Il y a également dans nos marchés ici ce qu'on appelle la poudre qu'on dilue dans l'eau pour en faire du sirop de mangue, C'est des sirops de mangue. Mais ce n'est pas des sirops de mangue. Mais l'odeur. Oui, il n'y a pas un seul pied de manguier en France. Comment la France peut nous envoyer des poudres de mangue ici? Comment vous pouvez concevoir tout cela? C'est de la poudre chimique qu'on dilue dans l'eau, avec de la poudre chimique avec des ingrédients chimiques qui donnent le goût et l'odeur de tel ou tel fruit, de la banane ou bien de la mangue ou alors de la goyave, etc. Tout est chimique et c'est pour vous dire que le taux de mortalité qui monte dans notre pays aujourd'hui vient de nos assiettes. Et il faut faire extrêmement attention. Le Tchadien, il mange en fonction de sa langue. Il ne mange pas en fonction des besoins réels de son organisme ou bien en fonction de la qualité de l'aliment. Il est là devant son repas. C'est bon. Il continue à manger et il ne sait pas qu'il est en train de s'intoxiquer. Il est en train d'aller vers la mort. Voilà le vrai problème de notre alimentation dans ce pays. Voilà. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous tenons à vous remercier vivement pour avoir édifié nos téléspectateurs, surtout à cette conférence des gouverneurs. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukouen Médard. Monsieur le ministre, nous tenons vivement à vous remercier et espérons toujours vous revoir sur le plateau de l'ONAMA pour vos sages et utiles conseils, monsieur le ministre.